Et bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos La finance de A à Z. Lettre A, j'ai décidé de vous faire un petit glossaire pour avoir une meilleure compréhension quand on est investisseur boursier. C'est très important d'avoir une bonne compréhension des choses dont on parle, des concepts de bid-ask spread par exemple, des concepts de allocation d'actifs, tout ça, de dividendes, de date de dividendes et tout ça. Très important. Donc aujourd'hui on va attaquer avec la lettre A. J'ai pris les termes anglophones parce que sur les sites, la plupart du temps, les sites des sociétés, notamment les sociétés étrangères, c'est en anglais, mais je vous ai fait la traduction, ne vous inquiétez pas. Et donc si j'ai, 5 pouces vers le haut, je ferai une deuxième vidéo, lettre B et ainsi de suite, ou alors je ferai peut-être B, C, D, et pour avoir environ une dizaine de vidéos et ne pas essayer de vous surcharger d'informations parce que si je faisais tout le glossaire d'un coup, vous auriez le cerveau qui explose. On attaque avec le premier concept qui est tout simplement les accrued interest, intérêts courus. Donc c'est les intérêts qui ont été générés sur la période et qui sont en fait entre deux dates mais qui n'ont pas encore été versés. C'est par exemple si vous avez des intérêts qui sont payés le 10 du mois au 31 décembre, vous aurez la partie entre le 10 décembre et le 31 décembre qui seront des intérêts courus mais en vérité ils n'ont pas encore été payés. C'est un peu le même concept quand on est investisseur immobilier et qu'on achète un appartement, on paye un prorata de taxes foncières et un prorata de charges de copropriété, c'est la même chose. La taxe foncière n'a pas été encore versée par l'ancien propriétaire et pourtant on la paye déjà. C'est pareil quand on achète une obligation, on peut payer l'intérêt couru qui n'a pas encore été versé. Le deuxième concept, c'est la gestion active, active management. Donc là, faut se dire, c'est peut-être un peu comme on pourrait avoir un gestionnaire locatif. C'est pas exactement comme ça, mais on pourrait un peu le voir de la même façon. Donc la gestion de portefeuille, c'est des gestionnaires qui vont acheter et vendre des actions sans forcément vous demander votre avis, et ils vont faire des décisions spécifiques d'allocation et de sélection d'actions. Historiquement, la gestion active, contrairement à ce qu'on pense, à ce que peut nous montrer les films, elle a sous-performé la gestion passive. Il y a beaucoup de frais là-dessus et même les meilleurs gérants de fonds ont du mal à battre les indices. Ensuite, les alternative investment. Investissement alternatif, vous l'aurez compris, si vous avez fait LV2 anglais, malgré tout, vous arrivez à comprendre ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des investissements qui ne s'inscrivent pas dans les domaines traditionnels des actions, obligations et de l'immobilier. Donc, notamment, c'est ce quand on parle de hedge fund, quand on parle de matières premières, donc des commodities, du private equity, tout ça, ça peut être aussi de l'art. Tout ça, c'est des investissements alternatifs. Ça peut rapporter, souvent le risque et le rendement sont beaucoup plus élevés que pour les investissements classiques. Donc on peut faire vraiment des multiples. Tout le monde a déjà entendu l'histoire des premiers investisseurs de Facebook ou d'autres ou de Google qui ont pu faire des millions voire des milliards. Là c'est la même chose. Par contre c'est souvent une société sur 10, sur 20, sur 30, sur 100 qui va faire ça, et donc les investisseurs, c'est souvent des investisseurs spécialisés ou institutionnels qui vont mettre leur bille dedans. C'est pas parce que vous avez un nom qui claque bien, genre private equity, que ça va bien se passer. Private equity, c'est juste une société qui n'est pas publique et donc sur laquelle les actions ne peuvent pas être acheté et vendu en continu. Donc c'est aussi un des risques supplémentaires, c'est qu'on sait jamais, on sait quand on rentre, on sait jamais quand on sort. C'est un peu comme un appartement dans une zone rentable, mais où il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. C'est ce qui peut arriver. Ensuite, le APR, donc taux annuel effectif global, TAEG, on le connaît bien chez les investisseurs immobiliers. Donc c'est en fait combien ça va vous coûter d'investir, y compris tous les frais. Donc ça peut être pour une société et ça peut être pour vous. Donc c'est un indicateur qui est crucial pour comparer le coût des emprunts. Donc on l'exprime en général en pourcentage annualisé. Et donc il y a le taux d'intérêt, mais il y a aussi tous les frais annexes, et notamment les sociétés qui émettent des obligations, elles peuvent payer beaucoup de frais annexes pour le placement et tout ça. Ensuite, il y a les ask price. Très important, c'est le prix vendeur. Donc c'est le prix le plus bas auquel un investisseur ou un négociant vendra. Alors là, on peut dire une security ou une marchandise donnée. C'est un peu comme, c'est vraiment le pendant de ça, c'est le bid price. Donc ça, on le verra à la lettre B. Si j'ai les pouces, mettez les 5 pouces vers le haut. Donc le ask price, c'est un peu comme le prix annoncé pour la vente d'un bien immobilier. Sauf que sur les marchés financiers, on peut pas négocier de la même façon qu'on pourrait le faire dans l'immobilier. Mais en gros, une
transaction s'effectue lorsque le bid et le ask price, eh ben, ils sont au même niveau. Mais très souvent, les vendeurs veulent un peu plus, les acheteurs veulent un peu moins. C'est le jeu. Très important, et le bid-ask spread, on le verra également dans la suite du glossaire, c'est vraiment un point qui est très important, notamment quand on parle de liquidité d'actifs. Asset allocation, allocation d'actifs, donc ça c'est comment vous allez répartir vos investissements, donc que ce soit en liquidité, en actions, en obligations, on peut aussi y inclure l'investissement immobilier, si ça peut être très pertinent. Et l'allocation d'actifs, contrairement à ce qu'on peut penser, ça génère, c'est beaucoup plus important pour la performance d'un portefeuille et d'un patrimoine en général que le choix des actifs en lui-même. L'allocation d'actifs, c'est le point crucial. Il y a plein d'études sur le sujet qui montrent qu'une bonne allocation d'actifs permet d'avoir un portefeuille qui fonctionne très bien plus que choisir la bonne action au bon moment. Alors que si vous avez une mauvaise allocation d'actifs, c'est vraiment là où on peut se rater. Typiquement, faire all-in en crypto, c'est une allocation d'actifs qui peut être discutable, mais par contre, avoir une allocation avec plus ou moins de risques, ça peut être très intéressant, et aussi en fonction de son horizon de placement, l'allocation d'actifs faut l'adapter. Si on part à la retraite dans 5 ans, c'est pas la même chose que si on part à la retraite dans 30 ou 40 ans, ou encore mieux qu'on a accumulé beaucoup trop de gros billets et qu'on peut partir bien avant. À cette classe d'actifs, donc là, ça va avec l'allocation. Donc en fait, c'est un groupe, qu'on peut dire un groupe d'actifs qu'on va pouvoir justement regrouper. Les actions, les obligations, l'immobilier, le liquide, les liquidités. Asset manager, donc on a vu la gestion d'actifs juste avant. Et là, c'est l'entreprise ou l'individu qui gère un portefeuille d'actifs. Souvent dans les films, il a un peu la classe. C'est souvent on a le dicton Wall Street, c'est le seul endroit où des personnes qui viennent en Rolls-Royce confient leurs fonds à des personnes qui viennent en métro. Donc posez-vous toujours la question. Et ensuite, pour le dernier de cette lettre, donc c'est l'AMF. L'AMF, vous le savez, elle assure la régulation, la surveillance des marchés financiers en France pour garantir leur bon fonctionnement, la protection des investisseurs et la stabilité financière. Très important, si vous voyez sur Internet qu'on vous propose des robots, des sociétés de gestion qui ne sont pas agréées par l'AMF, alors ça peut être une autre autorité si elle est dans un autre pays qui fait l'agrément. En Europe, globalement, elles ont à peu près toutes le même niveau. En revanche, si on commence à aller dans des paradis fiscaux, dans des sociétés au Moyen-Orient ou alors dans les Caraïbes, vous pouvez pas être garanti qu'il y a le même niveau de régulation, et peut-être, bien sûr, ce n'est pas sûr, mais peut-être qu'ils partiraient avec la caisse, ces gens. Donc faites très très attention dès lors qu'il n'y a pas un agrément AMF sur un fonds dans lequel vous investissez, par exemple, ou encore pire, dans une banque. Mais là, la question, normalement, elle ne se pose pas. Mais voilà, faites toujours attention où est-ce qu'on pose ces fonds. Le meilleur investissement, c'est celui où on peut récupérer ces fonds avant même de parler de performance. Donc voilà, quand il y a une autorité européenne en général, ou la SEC, la SEC, comme on dit aux États-Unis, là, normalement, on est tranquille. Par contre, dans des pays où c'est un peu plus sombre, posez-vous toujours la question, pourquoi la société, elle est allée s'immatriculer là? Et surtout, quelle va être la garantie sur mes fonds? Est-ce qu'il y a déjà eu, dans ces juridictions, des gros scandales? Voilà. Si vous voulez avoir mon guide, les 10 astuces pour le million que je vous ai préparé, le lien est dans la description. Donc, vous allez sur mon site grosbillet.com et vous pourrez télécharger mon guide. Il est gratuit, il est pour vous. Je l'ai fait spécialement. Donc, c'est les 10 astuces pour le million. Comment atteindre un patrimoine de 1 million d'euros en bourse. Attention, ça prend du temps. Il faut être discipliné et ne surtout pas faire les erreurs que tout le monde fait. Dont très souvent, la première erreur, c'est de procrastiner la gestion de ses finances. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Lettre A. N'oubliez pas, si vous voulez la lettre B, un petit commentaire, un petit pouce vers le haut. J'espère que vous avez appris des choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo avec la lettre B.